Bonjour à tous. Le sujet qui nous réunit pour cette conversation va parler de l'impact énergétique des blockchains, des nombreux reproches qui lui sont faits à ce niveau-là, de savoir s'ils sont justifiés et le cas échéant, ce qui est mis en place pour les contrer. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'aurai le plaisir de parler avec Anaïs Boucher pour Cardashift, Adrien Zera pour Nomadic Labs, Yassine Aïd Kassi pour Helix, Jean-Baptiste Petit pour PwC et Saïd Baragan de Start Mining. Si vous pouviez vous présenter dans les grandes lignes avant qu'on commence, je te laisse commencer, Anaïs. Bonjour à tous. Anaïs, je travaille chez Cardashift en tant que Head of Community et Project Manager pour tout ce qui a trait à l'impact environnemental et social. Bonjour à toutes et à tous, Adrien Zera, moi je suis directeur général de Nomadic Labs. On est une boîte française basée à Paris dans le 13e de 70 personnes et on développe le protocole Tezos. Bonjour, je m'appelle Yassine Aïd Kassi pour la fondation Helix, Helix la société. Helix, c'est ce petit personnage que j'ai à la boutonnière et c'est lui qui est devenu en 2015 l'unique et à ce jour le premier ambassadeur digital des Nations Unies. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Baptiste Petit, senior manager dans les équipes développement durable de PwC, une équipe qui a près de 30 ans aujourd'hui. Donc j'ai 11 ans d'expérience dans les stratégies climatiques et environnementales des entreprises et j'ai pu travailler avec la super équipe de Paulique du Blockchain Lab chez PwC sur des projets blockchain et aujourd'hui je dirige notre centre d'expertise sur les sujets blockchain et développement durable au niveau mondial. Bonjour à tous, merci pour ceux qui sont restés. Je m'appelle Saïd Baragan, je suis le CEO de Start Mining. Start Mining qui est une société d'hébergement de machines dédiées au minage, donc à la fabrication de crypto-monnaies. On est basé sur Toulon, là où il n'y a pas de communauté crypto-monnaie. Donc on est très content de venir sur Paris faire un coucou à tous nos confrères. Et donc on propose des solutions clés en main en France, en Islande, dans d'autres pays du Nord, là où l'énergie est abondante pour que des gens de tout horizon puissent fabriquer des crypto-monnaies avec un bon prix d'énergie, une énergie 100% green. Super. Donc pour rentrer dans le dur, quand on parle de consommation énergétique des blockchains, à quoi on fait allusion dans un premier temps? Qu'est-ce qu'on accuse? Je vais laisser Samy répondre à cette question pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on accuse? Je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet autour de la... Alors, je n'emploie pas souvent le mot consommation, mais plutôt conversion énergétique, parce qu'effectivement, on va capter de l'énergie là où elle est abondante, là où elle est bon marché, pour ensuite fabriquer de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin, ça peut être de l'Ethereum, d'autres cryptos. Moi, je vais surtout parler du Bitcoin. Donc, il y a des sujets autour de la consommation. Il y a des sujets aussi autour de la provenance énergétique, au niveau de la source énergétique utilisée. Et je pense que ça va être un petit peu le sujet du jour. Super. Et justement, quand on parle d'énergie utilisée pour le minage du Bitcoin, pour insister un petit peu sur le Bitcoin qui est le plus gros sur le banc des accusés, c'est quoi l'énergie principale utilisée pour le minage du Bitcoin justement? Alors, il y a différentes sources d'énergie. Je vais parler au nom de Start Mining. Nous, on est 100% énergie renouvelable, green, hydroélectrique, géothermique, principalement dans les pays du Nord. Je pense à l'Islande notamment. En termes de quantité d'énergie utilisée pour miner du Bitcoin, on est à peu près à 130-150 TWh de conversion énergétique dans le monde, ce qui est 2 fois moins que le système bancaire au passage. Et de manière générale, depuis que la blockchain, les technologies blockchain, plus particulièrement les cryptos, sont accusées justement de nuire aux efforts environnementaux qui sont faits, quelles sont déjà les mesures qui ont été entreprises à ce niveau-là? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont susceptibles de répondre sur ce point. On va commencer par Jean-Baptiste, pour le coup, pour une vision un peu plus générale des gros enjeux. Oui, tout à fait. Alors, la controverse est venue effectivement autour du Bitcoin à l'origine, hein, qui est le premier acteur sur le marché mondial, avec des consommations d'énergie qui sont en fait exponentielles, avec le fait de voir de plus en plus consommer d'énergie, de plus en plus de puissance aussi d'ordinateurs pour réaliser les transactions et créer les nouveaux blocs. Par la suite, et donc les journalistes, les médias se sont concentrés beaucoup là-dessus, et c'est une réalité, mais par la suite, de nouveaux protocoles ont été mis en place, avec aussi un des objectifs de moins consommer d'énergie et de plus scalable en fait, par rapport au nombre de transactions qui sont réalisées, de pouvoir consommer moins d'énergie par transaction.
Et un enjeu clé, c'est de pouvoir bien concevoir ce protocole pour réduire cette consommation d'énergie, mais aussi de mettre en place l'intégration de ces enjeux environnementaux dès la conception et aussi dans le pilotage de la blockchain à travers, par exemple, la mesure d'impact environnemental qu'on a pu réaliser avec des outils qu'on a mis en place, des compétences assez uniques qu'on a mis en place aussi avec notre centre d'expertise. Justement, les outils, pour insister un petit peu sur ce point, les outils qui sont à disposition pour verdir les blockchains, c'est quoi justement les grands outils? Alors là, je faisais plutôt allusion aux outils de pilotage et de mesure justement de leur empreinte, donc qu'on a pu réaliser par exemple avec Tezos sur la mesure de l'impact de leur blockchain. Sur les outils pour verdir, si on peut dire ça comme ça, même si j'aime pas trop ce terme, les blockchains, on parlait de consommation d'énergie. Aujourd'hui, les consommations d'énergie et les mix énergétiques dépendent beaucoup de là où les validateurs se situent, que ce soit en Chine ou d'autres pays, aux US, etc., qui ont des mix assez carbonés encore aujourd'hui. Donc dépendent beaucoup de ça. Une possibilité, c'est de mettre en place des contrats d'énergie spécifiques pour pouvoir actionner un levier important dans l'impact d'une blockchain. Un autre levier qu'on pourrait imaginer, c'est de pouvoir aussi incentiver les validateurs sur l'impact des nœuds qu'ils opèrent. Ok, bah justement, la base pour tout ça, c'est de faire un constat. Comment on fait justement pour évaluer la consommation énergétique d'une blockchain ou d'un protocole, comme ça s'est passé notamment avec Tezos? Alors, comment on fait? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'études qui ont été sorties au niveau mondial sur la consommation énergétique des blockchains, notamment des principales, des études qui se concentrent beaucoup sur des approches top-down, avec, en faisant appel à des API, savoir où à peu près se situent les validateurs, etc. Une évaluation, grosso modo, des mix énergétiques, et vraiment sur la consommation énergétique des nœuds des validateurs, avec des hypothèses assez fortes sur le type de setup qu'ils ont en place, donc assez minimaliste ou maximaliste, avec des fourchettes. Aujourd'hui, ces études se focalisent beaucoup sur cette partie conso énergétique des nœuds. Nous, ce qu'on a fait avec Tezos, c'est d'aller bien au-delà, avec une approche normée par des normes ISO, de par notre expertise forte et expérience longue sur des approches type analyse de cycle de vie, peut-être qu'il y en a qui connaissent dans la salle, et de pouvoir appliquer cette approche et cette méthodologie-là à une blockchain. Et après avoir une revue critique, toujours selon des normes ISO, une revue critique du rapport et de l'étude qui est réalisée. Donc vraiment rendre l'étude robuste, revue et après qui a été publiée. Donc plus précisément, on regarde non seulement la consommation énergétique des nœuds, mais aussi toute la partie impact embarqué des équipements qui servent à faire tourner les nœuds et à faire les transactions. Donc les ordinateurs, laptops, tout ce qui est carte monomère, type Raspberry, tout ce qui va être impact dans le cloud, impact dans les data centers qui sont utilisés. Donc l'impact embarqué. La consommation évidemment, mais aussi tout l'impact du réseau. Parce que pour faire les transactions, on a besoin du réseau, que ce soit le réseau chez le validateur, mais aussi le réseau Internet, qui est de plus en plus sollicité. Plus vous faites de transactions et plus vous avez une sollicitation du réseau. Donc c'est vraiment prendre l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble du cycle de vie, on va dire, de la blockchain, et y compris le développement du protocole lui-même, c'est-à-dire les développeurs qui travaillent sur le protocole, donc qui consomment de l'énergie. Bon, on s'est aperçu que cette partie était vraiment pas significative par rapport au reste, mais c'était aussi important de pouvoir le montrer. Et l'approche analyse du cycle de vie, dernier point, permet non seulement de se concentrer sur la consommation d'énergie et derrière les émissions de CO2, par exemple, mais aussi sur d'autres types d'impacts, par exemple la consommation de ressources naturelles, la pollution, l'émission de particules, enfin tout un tas d'impacts qu'on pourrait avoir en tête. Et le fait d'évaluer ces impacts, justement, chez Tezos, pour le coup, Adrien, tu pourras répondre à cette question. Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement? Qu'est-ce que tu as ressenti après ça au niveau de... Voilà, quand tu parles de Tezos comme étant une chaîne éco-responsable, un protocole éco-responsable, c'est quoi les réponses que tu as en retour? Qu'est-ce que tu as remarqué depuis ça? J'étais très content déjà. En fait, merci. On s'est rendu compte en 2019-2020 que la consommation énergétique d'une blockchain, c'était un critère de sélection pour beaucoup d'entreprises. Ça a commencé avec un projet avec la BNP qui s'appelle Logical Pictures, qui était une tokenisation d'un fonds d'investissement type alternatif en France. Ensuite, avec la SOG aussi, Société Générale Forge sur l'émission de produits structurés. Et tous les départements RSE et compliance demandaient combien vous consommez, combien vous consommez, et il vous faut une réponse. Donc ce qu'on a fait, c'est que
on a consulté tous les cabinets de conseil de la place en France. Et PwC France nous a fait la meilleure proposition et a réalisé cette étude qui fait une centaine de pages, qui est publique, qui conclut sur le fait que la chaîne Tezos consomme à l'année à peu près l'équivalent de 17 foyers européens. Donc c'est un super boulot, on est vraiment ravis du travail qui a été fait. Et ça nous est vraiment utile aujourd'hui pour accéder à de nouveaux projets. Par exemple, Ubisoft qui a lancé à la fin de l'année 2021 une plateforme de NFT sur Tezos. Pour eux, leur département RSE, c'était vraiment important d'avoir accès à cette étude-là. Donc les retours sont très positifs et ce qui est très bien aussi, c'est que ça ne vient pas de nous. C'est-à-dire que c'est PwC avec sa marque qui a dit voilà, on a fait l'étude et vous y avez accès. Donc les gens peuvent vérifier et ça c'est important pour beaucoup de projets qui veulent se lancer sur Tezos au moment de faire un choix. À noter quand même que nous on utilise Tezos un algorithme de consensus basé sur de la preuve d'enjeu et donc ça consomme pas beaucoup effectivement. À noter aussi qu'on ne cherche pas à critiquer les blockchains qui utilisent du proof of work comme Bitcoin et Ethereum. Je pense qu'on ne serait pas où on en est aujourd'hui si ces chaînes n'existaient pas. Et on a observé ce qui se faisait pour nous faire des choix technologiques. Donc, pour répondre à ta question, des retours très positifs grâce à cette étude. Et c'est vraiment aujourd'hui un critère hyper... Enfin, je pense que c'est peut-être le critère numéro 1 pour tous les acteurs institutionnels au moment de se lancer, de faire un choix type blockchain. Super. Avant de poursuivre, on va juste introduire Imad Wardé de Edgeguard. Si tu peux te présenter dans les grandes lignes. Bonjour. Je suis le fondateur de Edgeguard. On travaille avec les asset managers. On fournit une plateforme de trading et pour atteindre l'excellence opérationnelle. On a une offre pour les fonds traditionnels et on s'est lancé récemment dans les fonds crypto. Ok, super. On a parlé de ce qui n'allait dans les grandes lignes pas. Pour parler de ce qui va, de ce que permet la blockchain vis-à-vis de la tokenisation d'un certain nombre d'actifs qui n'étaient pas possibles avant. Qu'est-ce que la blockchain peut permettre en termes d'initiatives en faveur du développement durable? Je pense que Anaïs pourra répondre à cette question. Oui, merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, je pense que, si vous le permettez, je vais détailler ce qu'est Cardashift et ça détaillera un peu comment nous on utilise la blockchain. En gros, on part du constat généralisé aujourd'hui que on fait face au plus grand challenge de l'humanité, tant sur les enjeux sociaux qu'environnementaux aujourd'hui, et qu'on a heureusement une multitude de projets qui ont des solutions, mais dont la valeur de ces projets n'est aujourd'hui pas reconnue et qui sont donc très souvent sans financement. Pourquoi ? Rapidement, parce que cette valeur extra-financière qu'est l'impact n'est pas monétisée et elle n'intéresse de fait pas forcément les acteurs financiers traditionnels. Aujourd'hui, avec l'avènement de la blockchain, du Web3, on a cet outil formidable qui est le token, qui a le pouvoir révolutionnaire d'être un agrégateur de valeurs financières, oui, mais également extra-financières. On peut loger dans ce token beaucoup de choses, des droits de gouvernance, des preuves d'impact, qui permettent d'avoir un token qui pourrait se valoriser non seulement sur les critères financiers, mais aussi sur, par exemple, des KPI d'impact, etc. Et c'est ce que nous, on essaye de faire ce pont, d'être la porte d'entrée pour des projets à impact environnemental ou social, vers la blockchain, vers cet outil merveilleux qu'est le token. Et c'est pour ça qu'on a lancé du coup un launchpad avec 10 projets, pour le moment, à impact environnemental et social, qui se lancent dans l'aventure de créer leur token et de tirer profit de ce que la blockchain peut apporter. Et justement, dans ce que la blockchain peut apporter, nous, alors oui, déjà, le critère de choix quasiment numéro 1 pour le choix de la blockchain utilisée par projet environnemental ou social est la consommation énergétique de la blockchain. Je pourrais détailler peut-être comment nous, on les classifie rapidement.
Mais le plus grand enjeu est est-ce que du coup cette consommation énergétique, qui a cette blockchain, quelle qu'elle soit, en vaut la chandelle, comme je viens de le dire. Qu'est-ce qu'elle permet pour ce projet? Et là, sur les enjeux de certification, traçabilité de l'impact, et donc monétisation de celui-ci, de manière transparente, et encore une fois, je pourrais détailler pendant 1 heure, mais tout ce que la blockchain permet derrière. Et ce qui est de plus intéressant, et ce qui un peu révolutionne l'approche de l'impact qu'on peut avoir aujourd'hui. Super. Alors, on a parlé effectivement de ce qui n'allait, encore une fois, pas trop. Pour parler voilà, de ce que permet la blockchain, on va parler aussi du modèle économique actuel qui est assez décrié. Imad et Yacine pourront répondre sur ce point-là de manière complémentaire. Les gros reproches qui sont faits au modèle économique actuel vis-à-vis des impacts climatiques, quels sont-ils majoritairement? Peut-être que Yacine, tu peux commencer là-dessus et dire en quoi la crypto y répond en partie. Alors, effectivement, tout d'abord, on focalise beaucoup sur l'empreinte énergétique. L'empreinte énergétique, elle vit pas toute seule. Hein. Nous, effectivement, chez Helix, on fait la promotion, le plaidoyer et la pédagogie sur les objectifs de développement durable qui ont été signés par l'ensemble des pays membres des Nations Unies en 2015, hein, dont la France, qui nous amène jusqu'à 2030 avec des ambitions qui aujourd'hui ne sont pas encore atteintes. Et c'est surtout une vision systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'énergie de aussi la capacité à créer de la valeur, son impact sur l'économie, évidemment les relations sociales. C'est les 3 piliers du développement durable. Hein. On pense directement environnement, mais c'est environnement, économie, société. Et cette dimension systémique, effectivement, elle est impactée. Et c'est là où, justement, il nous paraît intéressant de voir de quelle manière les deux vont se rencontrer, finalement, dans un même espace-temps. Parce qu'on est aujourd'hui, suite au Covid, en plus, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, dans cette explosion, et Pauline en parlait ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier blockchain, Web3, aujourd'hui métavers, et ce même espace-temps dans lequel, Anaïs vient de le rappeler, on a une urgence écologique qui est prégnante. Ce que tu disais, Adrien, on est quand même redevable d'une histoire qui est une histoire courte. C'est-à-dire l'histoire de la blockchain, ça commence en 2008 avec la grande crise financière. Et en 2008, quand on commence à imaginer de quelle manière on pourrait tokeniser de manière immatérielle, en tout cas sur le papier, parce qu'évidemment on a des énormes impacts, ben, on fait avec ce qu'on a en 2008. Et qu'est-ce qu'on a en 2008? On a des ordinateurs qui consomment de l'énergie, pas pour faire de la blockchain, parce que ça n'existe pas, des GPU, des cartes graphiques qui servent à faire des images de synthèse, qui ne servent pas du tout à calculer des algorithmes de blockchain. Et d'une certaine manière, les métaphores fonctionnent bien parce que ça nous permet de comprendre. Quand Gutenberg a mis au point, et je ne dis pas inventé, il a mis au point l'imprimerie, il n'est pas allé dans une boutique en disant « Bonjour, je voudrais une imprimante ». Il a pris à droite à gauche plein de choses qui existaient, il les a assemblées et ça a mis des années avant qu'on compose quelque chose qui soit optimisé. Ça met ce qu'on appelle des générations, c'est-à-dire qu'on améliore au fur et à mesure. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est un peu le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'entre la blockchain, Tezos, d'autres blockchains non polluantes comme Flow, il y a une amélioration qui est constante et qui est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que de manière logique, c'est pour ça que cette dimension systémique et cette vision 2030 avec des objectifs ambitieux et précis, elle est importante, c'est de dire, pour la même quantité d'énergie, on va produire beaucoup plus de valeur et en même temps, on va diminuer l'énergie nécessaire. Et ça va exactement dans le même temps. Et c'est intéressant, d'autant plus intéressant que dans le cas de Tezos, et effectivement votre étude nous sert également au quotidien parce que c'est des choses qui sont très très parlantes. La raison première des choix technologiques n'est pas une raison nécessairement environnementale, c'est un bénéfice collatéral. Ça veut dire qu'il y a une logique, l'optimisation environnementale a aussi des logiques de performance technologique et aussi de performance d'usage du système, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une dimension quasi organique. Une métaphore que j'utilise souvent,
c'est qu'une personne qui va critiquer la blockchain dans un post Twitter ou Facebook, le post de critique va coûter quasiment 50 fois l'empreinte énergétique d'un NFT sous Tezos ou sous Flow. Mais les systèmes de représentation et la communication de ces réseaux sociaux avec ce bad buzz autour de la blockchain, où on est effectivement dans de la communication, on est également sur les systèmes de communication du Web 2, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est des temps très courts. C'est de l'immédiateté, c'est 240 caractères. Alors que là, effectivement, on est sur du temps qui est plutôt du temps long et une évolution qui est une évolution de génération. Donc d'ici 2030, il nous reste 8 ans, on a quand même des objectifs. On a des objectifs de réduire cette facture énergétique, de faire en sorte que l'impact dans tous les sens du terme, mais y compris l'impact de création de valeur soit décuplé par rapport à la même quantité d'énergie. Et les deux se recouvrant, en fait, il y a un moment où on va croiser ces courbes. En tout cas, c'est vraiment tout le travail qui est devant nous, aussi bien pour les entreprises, pour la dimension technologique, et une dimension que je vais rajouter et qui est importante, qui va faire écho peut-être à la table ronde précédente, qui est une dimension culturelle. C'est-à-dire de transformer les usages, de les intégrer dans son mode de vie. Et ça, c'est ce qu'on va rencontrer dans les 5 ans qui s'ouvrent devant nous. Ok, Yacine, tu parlais justement de génération. À ce niveau-là, Imad, tu as employé, quand on s'est eu au téléphone, l'expression de conflit d'intérêts entre l'ancien et le nouveau monde un petit peu. Est-ce que tu pourrais insister un petit peu plus sur ce point ? Ben oui, parce qu'en fait, on a une nouvelle technologie qui arrive. Un des mythes, c'est penser que la crypto, c'est autre chose que la finance. En fait, c'est une prolongation de la finance. Donc, c'est un mythe de dire que la crypto est différente de la finance, sauf que ceux qui sont déjà installés aujourd'hui ont du mal à accepter cette nouvelle techno. Et dans ce cadre-là, il y a un conflit d'intérêts. Mais dans la réalité, il y a plein de réalités qui... par exemple, le Bitcoin, effectivement... coûte à peu près autour de 150 terawatts par an d'énergie. Mais ça représente 20 fois moins ou 15 fois moins que les clims, et 10 fois moins, par exemple, que les frigos, et 10 fois moins que les outils qu'on n'éteint pas le soir. Donc, en fait, le sujet, est-ce que le Bitcoin n'est pas bien? C'est pas ça le sujet. La réalité, c'est que derrière le Bitcoin, il y a l'humain. Et il y a récemment 2 bouquins qui sont sortis. L'un s'appelle Le bug humain et l'autre Human Psycho. Et enfin, en fait, ce qui est écrit dedans, c'est que les humains ont bugué et on est en train de courir systématiquement. On veut toujours plus de nourriture, plus d'argent, plus de pouvoir. Et en fait, le vecteur de tout ça, c'est la monnaie. Et donc, en fait, l'humain... collectivement, se comporte aujourd'hui comme un psychopathe. Donc ce cerveau qui est géant, c'est un psychopathe qui est en train de se tuer, en quelque sorte, de tuer la nature, qui n'est pas sensible à la nature. Donc pour l'arrêter, il y a 3 choix. Soit la nature va faire le travail. Il n'y a pas une planète à sauver, la planète, elle s'en sort sans nous. Soit la planète, elle va faire toute seule. Soit il doit se faire violence. Et se faire violence, ça veut dire on va le faire à travers l'argent, à travers une monnaie programmable. C'est quoi une monnaie programmable? Une monnaie programmable, donc on parle de smart contract, c'est exactement ça. L'argent dans 5 ans, si on veut s'en sortir, il va pas vous laisser, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez avec l'argent. Si vous avez déjà une voiture, vous n'allez pas pouvoir en acheter une autre. On ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut, on va devoir se faire violence. Ça passe par la blockchain. Ça a un coût énergétique aujourd'hui, c'est clair. Mais moi aujourd'hui, je l'accepte, ce coût énergétique. La deuxième chose, parce que si je vous raconte ce qui se passe en fait sur le Web3, c'est juste monstrueux. Par exemple, en fait, les téléphones qu'on est en train de voir aujourd'hui, ça va s'appeler le métaverse. Les applications téléphoniques, si vous n'avez pas encore utilisé un Oculus, il faut le faire absolument le plus vite possible, parce qu'on rentre dans la réalité virtuelle, et c'est quelque chose d'extrêmement génial. Et donc, du coup... on va vers là-bas, les applicatifs vont être dans la réalité virtuelle. On ne sait plus où on va, en fait. On va trop loin. Donc, on va forcer l'humain à s'arrêter. Et on va le forcer à s'arrêter à travers une monnaie programmable. Et j'ose imaginer, en fait, que ça viendra à travers la blockchain. Autre chose qu'il faut voir, en fait, une réalité aujourd'hui, c'est que, géopolitiquement parlant,
il y a un problème, c'est qu'il y a un besoin d'une monnaie en dehors du système occidental. Et donc, le Bitcoin peut jouer ce rôle-là avec la Chine, la Russie, etc. Donc, il y a un réel besoin. Donc, ça, c'est un besoin réel. Un autre besoin, moi, je viens du Liban, système bancaire terrassé, on utilise la crypto aujourd'hui. Dans d'autres pays sous-développés ou en voie de développement, il y a un réel besoin. Donc, si on prend l'ESG, la partie sociale et gouvernance, la crypto apporte pas mal de choses. Mais si on se laisse aller sans s'intéresser au sujet, effectivement, là aussi, il y a un réel danger. Donc moi, j'invite en fait les gens qui sont en dehors du système de s'y intéresser. C'est ça mon message aujourd'hui, de s'y intéresser. Hier, par exemple, j'ai vu un token hallucinant. Donc on peut faire de la gestion de fonds ou de fonds alternatifs avec un token. Ça passe toutes les régulations, en fait, toutes les réglementations, parce que d'un point de vue légal, la manière dont ça a été codé, ça passe. Donc du coup, n'importe qui peut faire de la gestion alternative, juste en achetant un token. Et le régulateur est absent. Et les banques sont absentes. Il faut s'intéresser au sujet et l'accompagner, parce que sinon, ça va devenir effectivement un problème énergétique. Sur cette question de tokenisation, justement, on parle notamment d'inclusion, mais aussi de financement de projets avec du coup une transparence totale qui est permise du coup par la blockchain. Est-ce qu'Anaïs, tu peux donner quelques exemples de projets marquants? Ouais, avec plaisir. Du coup, oui, en créant un token, en tokenisant certains projets qui peuvent être complètement du monde réel, c'est ce qu'on essaye de faire, on peut réussir à valoriser ce qu'ils font. Et alors, je dirais la première application de lancer un token pour un projet, c'est évidemment de lever des fonds. Donc tout ce qui est ICO, IDO, hébergé sur les launchpads. Exemple de projets qu'aujourd'hui nous on héberge, c'est des projets d'économie réelle pure, que ce soit social et environnemental. Social, par exemple, un que j'apprécie particulièrement, qui permet de désenclaver tout ce qui est fermier, agriculteur en Afrique, des populations locales. Aujourd'hui, en gros, rapidement, les fermiers sont si enclavés que ce sont des courtiers européens et des pays développés qui viennent les démarcher leur prix à la baisse pour vendre les productions en Europe ou pays développés, et les populations locales sont donc obligées d'importer, et ce qui augmente également les coûts. Et là, un projet du coup qu'on a actuellement, Hello Savannah, qui permet de faire ce pont, ce farm to fork, ce lien qu'on essaye de mettre sur blockchain en émettant un token du coup qui permettrait de tracer, certifier l'impact, en fait, les productions jusqu'à la vente. Et alors dans un premier temps, oui, pour lever des fonds, et puis après pour faire marcher cet écosystème, projet social et environnemental. Ok. Pour revenir un petit peu sur les consommations énergétiques des protocoles, notamment basés sur le proof of stake, donc je pense notamment à Tezos, comment est-ce qu'on peut expliquer, Adrien, justement, que la majorité des protocoles, ou du moins plus de protocoles, ne fassent pas justement auditer leur consommation énergétique comme l'a fait Tezos? Et qu'est-ce que ça pourrait apporter? Est-ce que ce sera un pas de plus vers une adoption massive des cryptos? Quels seraient les bénéfices à tirer de tout ça? Alors pourquoi les autres protocoles le font? Alors c'était pas un audit avec PwC, mais c'est une étude. Pourquoi les autres protocoles le font pas? Ça, je sais pas. En tout cas, Tezos est basé sur utilise un algorithme de consensus basé sur du proof of stake. On n'est pas les seuls. Cardano, je crois que le fait aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on ne consomme pas beaucoup. Et l'étude que PwC a réalisée le montre. Mais il y a d'autres chaînes qui ne consomment pas beaucoup. Je pense Cardano, Algorand, Solana. Voilà, Flow. Mais effectivement, je pense que le fait de pouvoir dire qu'il y a une étude qui a été réalisée par un tiers indépendant d'une entité Tezos, c'est important. Donc, il faut leur poser la question, pourquoi Cardano ne le fait pas? Je ne sais pas. Mais nous, on l'a fait, c'est bien pratique. Voilà. Et sur le choix même de la blockchain, en fonction de chaque protocole, comment se fait le choix justement de ce protocole de consensus?
Pourquoi utiliser du proof of stake plutôt que du proof of work? Je pense que c'est ce que tu disais. On regarde ce qui a été fait dans le passé. Nous, on a regardé Bitcoin, on a regardé surtout Bitcoin. Et on s'est dit, voilà, la sélection du nœud validateur, plutôt que de fournir de la puissance de calcul pour que le logiciel choisisse le prochain nœud validateur, le prochain producteur de blocs, donc le mineur sur Bitcoin ou Ethereum, plutôt que de devoir fournir beaucoup de puissance de calcul dans un temps donné pour être le premier à trouver la solution à la courbe elliptique, à l'équation à courbe elliptique, et être sélectionné par le logiciel Bitcoin. Nous, on a opté plus sur un choix probabilistique, c'est-à-dire que en fonction du nombre de jetons qu'on a en enjeu, donc de Thèse, qui est la crypto-monnaie du réseau Tezos, en fonction de ça, il y a une loi de proba qui va sélectionner. C'est une loi de proba simple, c'est une loi de Bernoulli, celle de la pièce, si vous vous souvenez un petit peu des cours de proba au lycée, qui va sélectionner enfin c'est un peu plus compliqué que ça sur Tezos, mais qui va sélectionner le prochain nœud validateur. Donc ma réponse, c'est qu'on a observé ce qui était fait sur Bitcoin, et encore une fois, ma réponse, c'est pas une critique à Bitcoin, parce qu'il faut rester humble et on sait d'où on vient, et on a observé ce qui a été fait pour pouvoir évoluer. Donc ouais, ma réponse, c'est on a regardé ce qui a été fait et on a essayé de trouver quelque chose que nous, on pensait être plus élégant peut-être, et qui aujourd'hui répond plus aux demandes de boîtes comme récemment Guerlain, dans l'e-sport Vitality, Ubisoft, etc. Ok, pour revenir un petit peu sur le Bitcoin même, Saimi pourra répondre là-dessus. Ça fait justement toutes ces critiques, ça force à l'innovation. Donc on a vu plusieurs techniques apparaître. Est-ce que tu peux nous en parler justement des initiatives, des choses à faire qui ont été faites déjà pour verdir un peu le Bitcoin? J'avais hâte d'en parler. Si tu me permets, Gabriel, je vais poser le sujet parce que je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Avant de répondre directement à ta question, je voudrais juste expliquer très succinctement de quoi on parle quand on parle de Bitcoin et quand on parle de minage de crypto-monnaie. Le Bitcoin, il y a deux façons de l'avoir. Soit on l'achète dans une plateforme de change. Aujourd'hui, 30, 31, 32 000 $ le Bitcoin. Je vais sur un exchange, je vais sur Kraken, je vais sur Coinbase. J'achète mon Bitcoin. Soit je le fabrique. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, d'assez extraordinaire. On ne peut pas dire ça d'une voiture, on ne peut pas dire ça d'une paire de lunettes Ray-Ban. Aujourd'hui, vous allez chez l'opticien, vous achetez une paire de lunettes Ray-Ban. Vous ne pouvez pas fabriquer cette paire de lunettes et la revendre. Vous pouvez juste l'acheter, peut-être la revendre, mais vous n'allez pas la fabriquer. Pourquoi? Parce que c'est une marque déposée. C'est une marque déposée. Ce n'est pas le cas de Bitcoin. Ce qui veut dire que ce qui est un bouleversement de paradigme, n'importe qui dans cette salle aujourd'hui peut fabriquer du Bitcoin. La question, c'est de savoir où et à quel prix. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que la question de l'énergie se pose. Si je veux fabriquer du Bitcoin sur Paris, par exemple, parce que je suis parisien, admettons, je vais fabriquer du Bitcoin tous les 28 000, 30 000 $ d'électricité. C'est à peu près mon coût d'achat sur une plateforme, ça n'a pas vraiment de sens. Et là, on va répondre à une sous-question. Les mineurs ne sont pas attirés par le fait de miner à l'intérieur des grandes villes. Les mineurs vont aller chercher de l'énergie qui n'est pratiquement exploitée par personne, qui n'est pas demandée, qui n'est pas réclamée par les gens. Donc, les mineurs ne vont pas aller chercher du mining dans les grandes villes, parce que l'énergie est chère. Si je prends le cas, par exemple, de l'Islande qui est une île en autarcie, l'Islande n'a pas de pipeline qui permet d'exporter l'énergie. L'Islande, c'est un peu plus de 300 000 habitants. L'Islande, c'est une surproduction d'énergie. En Islande, on fabrique du Bitcoin tous les 9 000 $ d'électricité. Et donc là, forcément, c'est extrêmement intéressant. Et donc, l'arrière-boutique du minage de crypto-monnaies est souvent décriée comme étant une arrière-boutique où ça consomme, ça vole l'énergie aux gens dans les villes, ça pollue, la source d'énergie n'est pas bonne. Et ce que je peux vous dire, parce que je parle en connaissance de cause, c'est que je suis, moi, dans cette arrière-boutique, et en fait,
on entend souvent parler de la blockchain qui consomme, mais pas de la blockchain qui produit de l'énergie. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'en Islande, tout à l'heure je vous parlerai de Madagascar, mais en Islande, par exemple, 300 000 habitants, il n'y a pas besoin de beaucoup de centrales hydroélectriques ou géothermiques. Mais quand on arrive avec du mining, on permet à ces centrales d'aller capter cette énergie qui tombe littéralement du ciel. Donc on peut dire qu'on fabrique du bitcoin avec de l'énergie qui tombe littéralement du ciel, parce que c'est de la pluie qu'on vient capter. On permet à des centrales d'énergie d'exister là où, sans le minage de crypto-monnaies, elles n'auraient pas dû d'être. Ça, c'est pour des pays qui sont, je dirais, des pays développés, des pays riches. Parlons de Madagascar, qui n'est pas considéré comme un pays riche. Parlons de Madagascar. Est-ce que vous savez pourquoi à Madagascar, il y a des problématiques de production d'énergie? Alors, je veux dire pourquoi, parce qu'on est en pleine discussion aujourd'hui avec des acteurs du milieu. Tout simplement parce que ce n'est pas rentable de construire une centrale pour ensuite amener l'énergie vers les gens. Pour la simple et bonne raison que les gens ont besoin de temps. Il y a une courbe de progression d'achat de l'énergie qui font que les centrales, elles n'ont pas de prévisionnel de rentabilité. C'est très compliqué. On ne peut pas construire une centrale de 10 MW au Madagascar avec des gens qui vont acheter par coup de 50 kW et de manière avec une progression sur du long terme. Par contre, si on met du minage de crypto-monnaies à Madagascar, on permet à ces centrales de se rentabiliser beaucoup plus vite, d'avoir un prévisionnel instantané et de leur permettre donc de se rentabiliser et d'avoir un visu sur les 10 années à venir pour ensuite permettre aux gens d'acheter cette énergie. Et enfin, donc, pour répondre à la question de Gabriel, je voulais juste dire que je suis assez d'accord avec Imad aussi sur la consommation de Bitcoin. Les systèmes climatiques du monde consomment 2200 TWh. Bitcoin, c'est 150 TWh, donc il y a quand même un écart assez énorme. Et c'est vrai qu'on pourrait penser, à juste titre, que plus le temps passe, plus il va falloir de machines pour miner du Bitcoin. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'en Islande, on peut en fabriquer avec 9 000 $. Donc forcément, ça attire du monde. Forcément, il va y avoir de plus en plus de machines. Donc logiquement, on pourrait penser qu'il y aura de plus en plus de consommation d'énergie. Sauf que, et c'est là que c'est aussi intéressant, la technologie évolue. Il y a quelques années, on minait du Bitcoin, pour vous situer un chiffre qui est en fait la taille de gravure des puces. On fabriquait du Bitcoin avec du 24 nanomètres. Ensuite, du 14 nanomètres. Aujourd'hui, on est capable de graver, alors pas moi parce qu'il faudrait une chaîne à 2 milliards, je vous parle des usines TSMC en Chine, on grave à 7 nanomètres. Et on arrive bientôt à 5 nanomètres. Ça veut dire qu'en fait, pour la même consommation d'énergie, on est capable de fabriquer 10 fois plus de Bitcoin encore. Et ça continue d'évoluer en permanence. Aujourd'hui, il y a Intel qui rentre dans la danse, des grands constructeurs de ces machines qui fabriquent de la crypto-monnaie et qui font que, plus le temps passe, moins on a besoin d'énergie finalement pour fabriquer du Bitcoin. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui se greffent, qui sont géants. Mais tout le monde travaille aujourd'hui à l'efficience énergétique. Et j'en veux pour cause la dernière actualité technologique sur laquelle StartMining est en train en plus de se positionner, mais on n'est pas les seuls, loin de là, qui est l'immersive cooling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des machines, on les immerge dans du liquide diélectrique qui est non conducteur d'électricité. Avec ça, on élimine tous les systèmes de ventilation de cette machine, parce qu'il faut des systèmes de ventilation pour refroidir la machine. Donc on vire tout ça. Et grâce à ça, on élimine tout le côté climatique. On fait ce qu'on appelle du free cooling. Donc ça refroidit à l'air libre. Ça vient refroidir des pompes, des échangeurs thermiques. Je ne rentre pas trop dans le détail. Et ça fait qu'on a besoin d'encore moins d'énergie qu'avant. Donc moi, je pense vraiment, parce que je suis dans cette aérobutique tous les jours avec l'équipe, vraiment, il y a des efforts considérables qui sont faits pour créer des écosystèmes énergétiques là où autrement, il n'existerait tout simplement pas. Tu veux réagir, Yacine, là-dessus ? Oui, parce que en fait, ça va avec le fait, et vous en avez parlé tout à l'heure, ce qu'on dit, effectivement, l'humain est en train de mettre en péril le cadre de vie, mais il y a humain et humain. C'est-à-dire que 50% de l'émission de gaz à effet de serre est le fait de 10% environ de la population mondiale, et on a, de la même manière, 50% de la population mondiale qui n'a même pas accès à Internet de manière directe comme nous. Donc, il y a aussi là-dessus
là-dessus une question importante d'équité, ce qui correspond dans les objectifs de développement durable au partenariat, parce qu'effectivement, comme tu viens de le préciser, je pense que c'est vraiment très intéressant que tu parles de 2 îles, parce que je pense qu'on se dirige vers une archipélisation de la création de valeur. Madagascar et l'Islande ont des réalités économiques très différentes. C'est cette question de création de valeur et surtout de partage. Le slogan des objectifs de développement durable, c'est ne laisser personne sur le côté de la route. Quand j'entends ça, moi, ça résonne avec le slogan beaucoup plus hype du monde de la NFT qui est WAGMI, We all gonna make it. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dans mon intérêt que tu y arrives aussi. Et cette clé, pour moi, elle est essentielle, et c'est là où il y a une dimension révolutionnaire, pour reprendre le terme de la table ronde précédente, et qui est vraiment un changement très profond sur le pourquoi, le comment, qui justement pourrait nous permettre d'atteindre ces objectifs de développement durable dans un temps qui est très court, qui est les 8 ans dont on parle. Oui, il y a un parallèle justement assez intéressant que tu avais fait avec la Renaissance, concernant le chapitre dans lequel on se situe un petit peu maintenant. Est-ce qu'en quelques lignes, vraiment, tu peux détailler cette vision-là ? Très rapide. Encore une fois, les métaphores, c'est un outil extrêmement puissant. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'imprimerie. Imaginons, faisons le parallèle de l'imprimerie et de l'émergence du digital il y a une trentaine d'années. D'ailleurs, Internet, quand on parle d'Internet, c'est vraiment un concept qui est plutôt technique, l'interconnexion de réseaux. Entre l'invention de l'imprimerie et la Renaissance, c'est pareil, c'est une génération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet assemblage technologique qui s'est amélioré a permis la diffusion des savoirs, on a une génération imprimerie comme aujourd'hui une génération numérique, des gens qui sont nés dedans, et on se retrouve dans les conditions de la Renaissance, d'une nouvelle Renaissance digitale, à un moment où on a justement des enjeux qui sont vertigineux. Donc c'est ce qui permet d'avoir peut-être une vision assez optimiste, c'est de se dire effectivement que les enjeux sont devenus vertigineux. Le GIEC nous donne 3 ans pour changer de modèle. 3 ans changer de modèle, c'est une révolution culturelle. Je ne parle pas de la Chine évidemment, c'est une véritable révolution culturelle du même ordre que celui de la Renaissance, et c'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui des réunions comme celle-ci, le Crypto Day, il y en a régulièrement toutes les semaines, où on a des acteurs qui viennent d'univers aussi différents que la finance, la création, la technologie. On est dans ce momentum qui est absolument passionnant. Ok, c'est super. Merci à tous les 6 pour vos interventions. Merci à vous pour votre attention. Merci. Voilà. Merci. Merci. Merci.